Ces créateurs de mode français donc se sont unis pour la bonne cause. Quelle cause et comment se sont-ils unis? Alors effectivement, avec la sortie du film Wonder Woman, la Warner a eu l'idée de proposer et de demander surtout à des créateurs, une quarantaine, de repenser et de nous montrer comment ils pouvaient imaginer la Wonder Woman d'aujourd'hui. Alors ils n'ont pas, c'est pas des créations spéciales, ils ont puisé dans leur collection ou dans les collections récentes en disant tiens voilà cette tenue-là, c'est pour moi la femme Wonder Woman d'aujourd'hui et surtout c'est pour une bonne cause. C'est pour la fondation Lemlem qui a été créée par ce magnifique mannequin éthiopien qui s'appelle Lia Kebede et c'est pour aider les femmes en Afrique aussi bien sur le plan de la santé que sur le plan de l'autonomie pour qu'elles puissent créer et gagner leur vie. Alors ça c'est le costume originel, non? Et oui, dans les années 40, ça a été créé dans les années 40 quand même. Ça c'était dans les années 40 ça? Alors ça c'est dans les années 40, puis en plus vous avez plein de livres aujourd'hui. Vous avez un livre qui sort en même temps, une encyclopédie sur cette fameuse Wonder Woman. Et puis vous avez quand même aussi cette ancienne Miss Israël qui était élue en 2004, qui est la sublime Gal Gadot, qui est l'héroïne du film. Donc nous devons tout cela à une femme qui s'appelle Dovi Manicunian, qui est très connue. Le grand public ne la connaît pas, mais dans la mode, c'est une attachée de presse qui s'occupe des plus grands créateurs de la planète et grâce à elle, ils étaient présents. Nous avons rencontré Dovi, Lia, Chantal Thomas et Alexis Mabille et ils nous expliquent tous les secrets de ces Wonder Woman. Cette année, c'est le 75e anniversaire de la célèbre héroïne Wonder Woman. L'idée, c'était d'approcher des designers et de voir avec eux qu'est-ce qui, pour eux, était le Wonder Woman moderne. Et pas la femme qu'on connaît avec le bleu, blanc, rouge et la serre-tête et tout ça. Et nous avons une quarantaine de designers aujourd'hui qui ont cherché dans les archives ou dans les dernières saisons les choses pour eux qui représentaient la femme moderne Wonder Woman. Dans les Français qui nous avons dans le projet, nous avons Vuitton, nous avons Dior, nous avons Givenchy, Azzedine Alaïa, Jean-Paul Gaultier et également Alexis Mabille et Chantal Thomas. C'est une tenue d'une de mes collections avec un effet de cape en rouge et noir, donc avec un petit côté super-héros. Forcément, c'est une femme de caractère, un peu dangereuse, du feu caché sous une personnalité plus calme la journée. J'ai fait assez peu de paillettes finalement dans ma vie. Et ce que je préfère quand même, c'est le noir et le noir et blanc. Donc je pense que Wonder Woman peut être en noir et blanc aussi. L'image de la femme puissante, elle est aussi sexy. Elle est sexy, mais elle est sexy chic, la mienne. Pour l'événement, nous avons pensé que c'était bien d'aller au-delà de juste une exposition des vêtements. Ce que nous avons pensé, c'est d'avoir une ambassadrice. Et nous avons la célèbre mannequin Lia Kebede, qui a une association qui s'appelle Lemlem, qui soutient les femmes en Afrique autour de tout ce qui est maternité. Ce soir, on va voir combien on a récolté pour tous les tenues et tous les sacs et tous les accessoires. C'est important, une soirée comme ça pour ma fondation. C'est un moyen pour nous d'avoir une bonne visibilité sur le travail qu'on est en train de faire et qu'on aimerait faire. Lemlem, c'est fabriqué en Éthiopie, la plupart. Maintenant, on fabrique aussi au Kenya. On soutient l'artisanat, on soutient l'idée d'aider les gens à trouver des emplois pour qu'eux-mêmes, ils arrivent à être indépendants. Beaucoup de gens ne savent pas qu'en fait, presque chaque minute, il y a une femme qui meurt à cause des problèmes de l'accouchement. Des problèmes qui sont faciles à résoudre ou à éviter complètement. Beaucoup de maisons de mode nous ont soutenus et c'est très gentil. L'idée de Wonder Woman est spéciale parce que c'est quand même la femme toute puissante. Donc une soirée comme ça nous inspire aussi.
Voilà pour cette fondation de création. Alors, vous l'avez vu, ce mannequin, c'est elle, Lydia Kebele. Exactement. Donc, ils ont récolté 20 000 €. C'était, voilà, pour... Toujours ça. C'est toujours ça. En tout cas, voilà, la Fondation Lemlem, on peut l'aider. Et puis, vous avez aussi une exposition qui est là jusqu'au 10 septembre au Musée des Arts Ludiques. Vous avez tout sur les comics et vous avez une salle qui est dédiée à Wonder Woman. Voilà. Donc, merci. C'est le moment de reviser ces classiques. Le premier Coléos a été lancé il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans. On rappelle ce que c'est qu'un SUV. Un SUV, c'est un véhicule qui est un mélange de monospace et de 4x4. C'est-à-dire que c'est un véhicule qui a éventuellement plus ou moins de capacité de franchissement et qui a la place, on va dire, normalement la place et la modularité d'un monospace. Mais c'est vraiment le véhicule à la mode, le SUV. C'est-à-dire que sur les 10 dernières années, dans le monde, les ventes ont augmenté de 63%. Un SUV, on rentre à 5 minimum. Alors, on rentre à 5 ou à 7. Sur le ça. Coléos, ils ont fait le choix, pour des raisons bien précises, comme vous allez le voir dans le reportage, de ne proposer que 5 places. Et la précédente génération, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu, c'était au niveau du design, on a l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de recherche, c'était un peu fade au niveau de la finition. C'était presque une camionnette, je trouve, à l'époque, non? Il y avait de ça un peu. Honnêtement, ce n'était pas un très beau véhicule. Ouais, là, ils ont tout refait. Ah. Je vous propose de le découvrir en Finlande, à Helsinki, où il faisait plus frais qu'ici. Ce qui n'est pas difficile, à mon avis. Le nouveau Coléos est une véritable révolution par rapport à l'ancienne génération. Il a gagné 15 cm de longueur et on a vraiment décidé d'offrir un design, un French design qui soit très athlétique, très robuste, avec un intérieur raffiné. On a préféré offrir un beau 5 places avec vraiment un design qui soit très valorisant et sans compromis et du confort. Avec un 7 places, dans 4,67 m, on aurait été obligé de proposer un véhicule un peu plus carré et forcément peu de place au 3e rang. La banquette coulissante oblige à faire des compromis sur le confort du siège. On ne peut pas proposer la même épaisseur de mousse et donc on a préféré choisir la meilleure inclinaison et proposer le plus de mousse possible sur les sièges pour qu'ils soient vraiment confortables. C'est un véritable 4x4 et on bénéficie pour cela de la technologie All-Mode 4x4i, qui est une technologie de l'Alliance. On a plusieurs capteurs qui mesurent les conditions d'adhérence de la route et qui vont adapter le mode de conduite et le mode de traction en temps réel lorsque le client conduit. Le mode lock permet de bloquer la répartition du couple à 50% entre les roues avant et les roues arrière et c'est le mode qui permet les conditions de franchissement les plus efficaces. On offre 2 moteurs diesel, un en 130 chevaux, l'autre en 175 chevaux, qui sont disponibles à la fois en mode 4.2 ou en mode 4x4, en boîte automatique ou en boîte manuelle. On ne propose pas de moteur essence car la demande du marché se concentre à 80% sur des motorisations diesel. On propose une large palette d'aides à la conduite, l'alerte de franchissement de ligne, l'alerte d'angle mort, l'AEBS et on ne propose pas le régulateur de vitesse adaptatif tout simplement parce que le véhicule est un véhicule global et que nos premiers marchés de commercialisation ne le demandaient pas. Il arrive évidemment très vite pour l'Europe. C'est bien ces reportages dans les pays qu'on ne connaît pas quand on présente des voitures de ce genre. Pour nous aussi, là, c'est c'est bien. pour la presse du monde entier là, que vous étiez en Finlande. Ouais. Avec des forêts comme on en voit peut-être. Avec des forêts exactement, des pelouses très vertes et puis un peu de fraîcheur qui faisait du bien. Pour tout vous dire. C'est un véhicule qu'on ne voit pas souvent en Europe, ni même en France. Non, parce qu'en fait, c'est un véhicule qui est principalement destiné à l'Asie. Donc, il va malgré tout être vendu sur les 5 continents, dans plus de 80 pays, mais principalement en Asie. C'est aussi pour ça qu'il est fabriqué en Corée.
Merci beaucoup. Direction Bruxelles, on va retrouver Valérie Lerouge, notre correspondant permanent, qui se trouve ce matin devant le Parlement européen, comme ça lui arrive de temps en temps. Alors, vous savez probablement que le Parlement européen, c'est l'une des institutions majeures de l'Union européenne. Et alors, c'est le bâtiment que vous voyez derrière. Et figurez-vous, menacé de destruction. Alors, pourquoi ils veulent le détruire? Bonne question. Adressée à Valérie. Bonjour, expliquez-nous ça. Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien oui, ça ne se voit pas comme ça au premier coup d'œil, mais ce bâtiment serait en fin de vie, 25 ans seulement après sa construction. Alors c'est un rapport qui n'était pas supposé fuiter, un rapport d'experts et d'architectes commandé par l'administration du Parlement européen suite à différents problèmes de stabilité, d'usure prématurée, de fuite, et l'une des pistes privilégiées, c'est effectivement de raser entièrement ce bâtiment et d'en reconstruire un tout neuf pour la modique somme de 500 millions d'euros. Autant dire que ce rapport a fait jaser ici, il fait hurler certains eurodéputés. Reportage avec Nicolas Carvalho et Pierre Alterman. On l'appelle le caprice des dieux. Pour sa forme en fromage, mais surtout pour son coût, 303 millions d'euros à l'époque. L'antenne bruxelloise du Parlement européen n'a que 25 ans, mais plusieurs rapports le disent mal construit, vulnérable, comme un fromage pas fini d'affiner. Certains parlent déjà de le démolir. J'espère sincèrement que ce bâtiment ne sera pas détruit parce que d'une part, on y tient, d'autre part, ce serait un mauvais signal et il y aurait sûrement des responsables à trouver. Ce bâtiment n'a que 25 ans et donc il est absolument inacceptable que ce bâtiment ait des problèmes de durabilité. Ces conclusions surprennent un peu tout le monde. Le Parlement aurait des soucis d'isolation, d'infiltration, de ventilation, des problèmes d'eau, de gaz et d'électricité. Reconstruire le bâtiment reviendrait à près de 500 millions d'euros, une solution qui peut paraître disproportionnée. Ça semble énorme en tout cas. Jusqu'à présent, on a tout mis en place en pensant à une rénovation à venir et petit à petit, on était à travailler sur des projets dans le cadre de rénovation future. Moi, de l'intérieur, je ne vois rien en fait. Le bâtiment ne se détruit pas, les murs ne tombent pas. Le caprice des dieux serait aussi et surtout mal protégé face aux attaques terroristes. Certaines zones faciles à cibler pourraient causer de gros dégâts avec peu de moyens. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas de problème de stabilité du bâtiment. Le Parlement européen est un lieu symbolique évidemment, et donc il pourrait attirer des gens mal intentionnés. Le Parlement peut-il être sécurisé avec de simples travaux? De nouvelles études ont été commandées pour s'assurer que la reconstruction du Parlement ne soit pas un nouveau caprice. De ce qu'on en voit régulièrement avec vous, Valérie, il a l'air plutôt pas mal au bout de 25 ans. Donc ça paraît un peu insensé, là. Qu'est-ce que dit l'administration, alors, du Parlement ? Que rien n'est tranché. Le dossier va rester a priori au moins 1 an comme ça. Et il pourrait même rien ne se faire, ni rénovation, ni quoi que ce soit. Alors, difficile de comprendre. Ce qui est rigolo, ce sont les rumeurs, les fantasmes même qu'il y a eu autour de cette piste de destruction. Certains y voient un complot français pour mieux ramener le Parlement dans un seul et unique lieu, Strasbourg, qui est le siège officiel du Parlement européen. D'autres pensent que c'est peut-être un caprice du nouveau président italien, Antonio Tajani, qui aurait un peu la folie des grandeurs. Ça jase beaucoup en tout cas autour de ce sujet, mais rien ne devrait bouger au moins avant 1 an. Bon, alors voilà, on en reparlera peut-être à ce moment-là. Merci beaucoup Valérie, à bientôt cette semaine. Et on commence par cet attentat avorté sur les champs. Oui, il était donc bête et méchant. Méchant pour des raisons évidentes et bête parce que sa tentative d'attentat est quand même l'une des plus pitoyables auxquelles il nous ait été donné d'assister. Tout ce que le gars a réussi à faire, c'est à prendre feu tout seul dans l'habitacle de sa voiture avant de mourir sur un trottoir. Pour notre part, nous ne sommes sans doute pas aussi méchants, mais nous sommes assurément tout aussi bêtes ou stupides ou inconscients ou nuls ou en fait tout ça à la fois, car il y a quand même quelque chose de stupéfiant. Et Le Parisien, curieusement, est le seul journal à insister là-dessus ce matin. L'anti-héros des Champs-Élysées était fiché S et s'était vu délivrer un permis de détention d'armes à feu en février par la préfecture d'Évry. Oui, fiché S et détenteur d'armes le plus légalement du monde. LOL.
Le Parisien précise que l'autorisation était liée à la pratique du tir sportif. C'est vrai qu'on imagine mal le type demander un port d'armes parce qu'il fait du macramé, par exemple, et que dans notre beau pays sympa, eh bien, il suffit de présenter un certificat médical et de ne pas avoir d'antécédents judiciaires pour obtenir ce port d'armes. LOL et relol. Et je dirais même plus, LOL, relol et relol. On lit des choses formidables dans les journaux ce matin. Le terroriste était fiché S, mais n'était pas connu pour radicalisation. Ça, c'est dans l'Humanité. Mais alors pourquoi alors? Et du coup, on se plonge dans l'article et l'on découvre qu'il était fiché S parce que son entourage était radicalisé. J'en déduis donc que quelque part dans la nature, au moment où on se parle, actuellement, eh bien, s'ébroue un entourage radicalisé bien plus dangereux que le tocard d'hier qui, mine de rien, se baladait avec des calaches, des bonbonnes de gaz et toute la panoplie du parfait petit terroriste. Et tout à coup, il me vient d'ailleurs une idée de génie. Est-ce qu'on pourrait vérifier si l'entourage en question ne dispose pas, lui aussi, d'un permis de port d'armes? Apparemment, ils ont fait des perquisitions. Voilà. Ouais. Si on peut vérifier, voilà. Je pose juste la question. Moi, je ne veux pas non plus trop déranger. Ne vous mêlez pas ce qui vous regarde voilà. pas, c'est vrai. En tout cas, le Parisien note que cette aberration intervient au moment où le ministre de l'Intérieur doit présenter sa loi antiterroriste. C'est demain. Loi qui, tôt ou tard, finira devant les députés. Vous savez, ces nouveaux visages qu'on nous présente abondamment dans la plupart des journaux ce matin. Et d'ailleurs, à ce propos, question posée par le 1, à quoi sert votre député? Alors là, comme d'habitude, le sujet est très fouillé. Si vous croyez que la navette parlementaire est un autobus ou qu'un rapporteur, c'est quelqu'un qui dénonce ses petits camarades, eh bien, il urge que vous lisiez ce numéro qui vous dit tout sur l'Assemblée et son fonctionnement. Alors aujourd'hui, on a 577 députés, mais ce ne fut pas toujours le cas. L'Assemblée a hébergé jusqu'à 880 élus. Ça, c'était en 1848. Le nombre a ensuite été réduit, 482 en 62, et puis c'est sous Mitterrand que le nombre s'est remis à augmenter. C'était en 86, vous savez, avec l'instauration de la proportionnelle, eh bien, on a un peu adapté les choses pour que tout le monde s'y retrouve. Ensuite, on est repassé au scrutin majoritaire, mais évidemment, on n'a plus touché au nombre de députés. La buvette de l'Assemblée, une institution. Sans doute y sert-on le café le moins cher de France, 60 centimes, pas plus. Et alors, comment se place-t-on à l'Assemblée? Ça, c'est une question que se posent les nouveaux. Alors, le premier jour, c'est par ordre alphabétique. Après, c'est le groupe parlementaire et son patron qui décident. Ouais. Et alors, on met les meilleurs orateurs et les parlementaires les plus en vue près des micros et des caméras. Et ces places stratégiques, William, sont situées le long des allées. Alors, il ne faut pas être ni trop haut, ni trop bas, parce que les caméras de France 3, ils prennent le milieu. Eh ben ouais, oui. 577. Et oui, nous sommes 63 ou 65 millions. 60, oui, à peu près 65 millions. Donc ça fait 1 pour 577 pour 65 millions. Vous savez quel est le pays où il y a 577 députés? La France? Non. Il y en a un autre? Aussi, il y en a un autre, oui. l'Inde. L'Inde. Mais alors là, il y a un peu plus d'habitants. Ils sont 1 milliard. Ils sont 1 milliard. Alors, le rapport est de 1 à 18 à peu près. Merci, à tout à l'heure. Alors vous me direz, oui, évidemment, une fois qu'on vous a expliqué ça, mais à quoi ça sert? Au commencement, il y avait ce que l'on appelle le mapping. Le mapping, vous savez, c'est lorsqu'on fait de la projection sur, par exemple, un immeuble ou bien un monument. À Lyon, la fête des Lumières, il y a le mapping géant. Exactement. Il y a aussi certaines publicités pour de l'eau où les filles pédalent et on voit arriver un personnage. Alors ça s'appelle le mapping. Et puis là, cette start-up, elle a réussi un truc pas mal, c'est de dire on va faire du mapping, mais sur des choses qui bougent. Par exemple, on a un mannequin qui marche avec des chaussures. Voilà, il défile. Sauf qu'à chaque fois qu'il va faire un pas, la chaussure va changer de couleur. Parce qu'on va faire de la projection sur la chaussure, donc c'est l'objet qui devient l'écran, mais en plus on est capable de s'adapter à du mouvement. Voilà. Tout ça pour vendre quelque chose? Alors, bien entendu, c'est d'abord pour le commercial, pour vendre des chemises, pour vendre des voitures, par exemple, pour vendre tout ce qui peut un peu bouger, mais vous pouvez même l'adapter carrément à votre magasin en entier. Voilà. Donc c'est une sorte de mapping. Vous voyez, par exemple, vous le verrez tout à l'heure, cette chemise, elle va changer de couleur. Vous pouvez la faire changer de couleur ou de motif 5 fois ou 6 fois. Et donc vous en mettez qu'une en vitrine. Oui. Mais il y a aussi un truc qui est sympa, c'est que si vous dites « mais je pourrais moi me la personnaliser, ma chemise, parce que c'est pas tout à fait ça que je voudrais », vous allez pouvoir aussi, vous, en tant que client, personnaliser votre chemise, dire « c'est celle-là que je voudrais, si c'était possible ». Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'assez nouveau. C'est un mapping vidéo et je vous propose de regarder ce que ça donne.
ce qu'on fait, c'est un mélanger deux technologies différentes. D'un côté, la réalité augmentée et de l'autre côté, la projection, donc le vidéo mapping. Le mapping, c'est cartographier un environnement pour que la projection vienne animer des éléments particuliers de cet environnement. Du coup, donner une illusion de dimension et de relief à des structures, à des objets. Alors, quand on va commencer à parler avec une marque ou une institution, ce qui est important pour nous, c'est de déjà savoir ce qu'ils veulent faire avec. Donc, déjà déterminer quel objet ils veulent augmenter. À partir de ce moment-là, ils vont devoir nous donner l'objet réel, que nous, on va scanner et reproduire, puisqu'on fait des objets blancs. En fait, c'est comme des hologrammes, mais on ne peut pas projeter sur rien aujourd'hui. Donc, on va recréer leur objet en blanc, en neutre. À partir de ça, ils vont nous fournir des photos, des vidéos et surtout l'objet réel. On a besoin de l'objet réel. C'est comme des jeux vidéo, c'est de la 3D et on va devoir resimuler avec précision l'aspect réaliste. On a un ordinateur qui va communiquer avec un projecteur. L'ordinateur, il va toujours se poser la question où est l'objet, de quel objet il s'agit, et le projecteur, il va tout de suite calibrer et projeter au bon endroit. Donc on permet aux clients directement au magasin de prendre de meilleures décisions en regardant toute une collection sur un seul objet. Il va pouvoir regarder tous les modèles qui sont présents plus rapidement et plus efficacement. Mais autrefois, ça n'existait pas, ou ça existe encore sur le net, ça ou Voilà, pas c'est-à-dire qu'on pouvait le faire sur le net. On pouvait choisir sa chaussure, dire je veux la semelle bleue, le haut, le top, je le veux rouge, etc. Sauf que là, ça devient physique. Ça va aider les designers à faire passer les gens du numérique complet, du digital, à un aspect physique, puisqu'ils peuvent venir en boutique pour réaliser leurs chaussures ou leurs chemises. Vous êtes dans un magasin d'exposition pour une voiture, ouais. Donc vous pourrez regarder si vous la voulez en orange ou en voilà, bleu. Et vous n'en exposerez qu'une. C'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage. Alors, également pour les musées, par exemple, ou tous les lieux de visite, vous pouvez imaginer plein de choses. Vous pouvez imaginer projeter sur des éléments, sur des objets qui bougent ou autres. Ça peut être très, très intéressant. Start-up française. Merci beaucoup, Yann. Bonjour David Racheline. Bonjour. D'abord, cet attentat déjoué sur les Champs-Élysées, l'homme était fiché S et détenait un port d'armes accordé par la préfecture de l'Essonne. Comment ça peut arriver, selon vous, ce genre de choses? C'est assez incroyable et manifestement, il y a eu des négligences. Nous ne sommes pas assez durs avec les fichiers S. Nous avons réclamé, nous, à différentes occasions, et Marine Le Pen a réclamé à différentes occasions l'expulsion immédiate des fichiers S étrangers et la neutralisation des fichiers S français. C'est quoi la neutralisation? Ils doivent être enfermés le plus rapidement possible pour éviter de nouveaux attentats sur notre sol. Nous ne le faisons pas, nous ne prenons pas suffisamment d'initiatives. La menace est maximale et l'action du gouvernement est minimale, il faut bien le dire. Nous attendons maintenant des actes. Alors il y aura des actes, puisque le gouvernement va présenter demain une nouvelle loi pour le renforcement de la sécurité intérieure. Vous en attendez quoi? On attend beaucoup. On espère évidemment que les imams étrangers qui prêchent la haine des valeurs de la République et de la France soient expulsés, que les mosquées salafistes... C'est déjà le cas, ça, non? Non, ce n'est pas le cas, puisque 4 mosquées ont été fermées sur une centaine, répertoriées par le ministère de l'Intérieur. Il faut maintenant les fermer. Il faut faire en sorte que nous soyons plus efficaces. Il faut renforcer les moyens de la police et de la gendarmerie, renforcer les moyens de nos services de renseignement, qui sont à la limite de ne plus pouvoir faire leur travail, on le sait bien. Là aussi, nous attendons des actes du gouvernement. Je crains malheureusement qu'ils se placent dans la droite ligne de leurs prédécesseurs et que donc ils fassent le ministère de la parole, mais qu'ils n'agissent pas beaucoup. Vous avez aucun état d'âme sur le fait que l'état d'urgence soit intégré dans le droit commun? Mais ce qui est gênant, c'est l'état d'urgence, pourquoi pas, mais à quelle fin? Est-ce que, oui ou non, nous allons prendre les initiatives véritables pour faire en sorte de lutter concrètement contre l'islamisme radical? L'état d'urgence, c'est bien, mais agir concrètement contre l'islamisme radical, c'est mieux. Et en l'occurrence, on ne le fait pas suffisamment. Il faut dissoudre ces associations, y compris sportives et autres, qui portent l'islamisme dans nos quartiers, dans nos territoires. On ne le fait pas, là encore, et même certaines collectivités... C'est compliqué à faire, c'est peut-être pour ça qu'on ne le fait pas. Comment est-ce qu'on fait le tri? Comment est-ce qu'on choisit? On ne le fait pas parce qu'on est laxiste et parce qu'on ne veut pas manifestement perturber ceux qui sont à la tête de ces associations. Moi, je crois qu'il faut être d'une sévérité, d'une intransigeance la plus implacable parce que les Français, nous devons assurer leur sécurité. Un mot sur Richard Ferrand, qui quitte donc le gouvernement pour prendre la tête du groupe de députés En Marche. Alors, il paraît que c'est un très beau job d'être président du groupe députés En Marche. C'est une promotion ou c'est une exfiltration? C'est sans doute une exfiltration.
Mais ça n'est pas très raisonnable dans la mesure où on nous avait vanté les mérites de la transparence. Ils sont en train de prévoir une loi, manifestement, pour la moralisation de la vie publique. La moralisation, là, on prend un coup, puisque, en l'occurrence, on met en avant une personnalité qui est contestée, à tout le moins. Ça n'est pas très raisonnable. Le président a fixé des règles. Tant qu'il n'y a pas de mise en examen, on peut rester au gouvernement et donc on peut rester peut-être président du groupe des députés La République En Marche. Oui, c'est leur choix, mais encore une fois, je crois que les Français attendent, là encore, moins de paroles et des actes. Et on en est loin, en fait, de la campagne de M. Macron qui nous garantissait la moralisation. Bon, vous avez un rendez-vous important aujourd'hui. Il va falloir, il paraît, tout mettre sur la table. Il va falloir se dire ce qui s'est réellement passé au Front National. Il y a un bureau politique très attendu. Le Front National réunit ses cadres pour tirer les leçons de cette séquence électorale. Quelles leçons vous en tirez, vous, David Rachlin? Mais nous allons justement voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, ce qui a fonctionné pendant cette séquence électorale, ce qui a moins bien fonctionné. Nous allons débattre. Nous voulons être encore plus efficaces. Nous voulons rassembler ces 11 millions d'électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, soit le meilleur score qu'ait jamais réalisé notre famille politique. Nous devons passer une étape supplémentaire après cette formidable étape des présidentielles. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais occupons-nous aussi de ce qui a fonctionné. 11 millions d'électeurs, encore une fois, c'est un beau point de départ. Maintenant, il faut aller encore plus loin. Dans notre encadrement, dans les fédérations, dans notre encadrement général, il faut évidemment être en mesure d'être encore plus efficace, de convaincre de manière encore plus performante. Et nous voulons nous donner les moyens de cela et rassembler encore plus largement. Si c'est juste pour vous dire ça, c'est pas la peine de réunir tous les cadres du parti. Si, parce que nous voulons prendre de véritables initiatives. Est-ce que nous allons créer, par exemple, une nouvelle force politique? Ça peut être une initiative attendue par un certain nombre de nos compatriotes. C'est intéressant ce que vous dites, et c'est pas rien de dire on va créer une nouvelle force politique. Ça veut dire dissoudre le Front National, recomposer un parti peut-être plus ouvert à d'autres forces politiques. Comment est-ce que vous la voyez, cette recomposition-là? Oui, moi je pense qu'il faut rassembler plus largement, et il faut le rassembler probablement au-delà du Front National. Et Marine Le Pen a dit qu'elle allait prendre des initiatives dans ce sens. Moi, je pense que la création d'une nouvelle force politique, avec des choix clairs, avec un rassemblement de personnalités encore plus large, peut nous permettre de passer des étapes supplémentaires et de gagner, parce que c'est bien là l'essentiel. Nous devons porter au pouvoir ce projet patriote qui est attendu par énormément de Français. Ça veut dire que le FN en lui-même est un problème? Le nom du FN, ce qu'a été le Front National, l'image parfois du Front National. Mais c'est vrai, ne parlons pas la langue de bois. C'est vrai que souvent, le Front National a été caricaturé par nos adversaires, par un certain nombre de médias. Et les Français n'ont pas eu la possibilité de juger nos véritables idées parfois. Moi, j'aimerais qu'on soit jugé sur notre véritable projet, sur ce que nous sommes réellement, pas sur la caricature qui est parfois faite de nos idées, de nos propositions. Mais ça veut dire que vous n'avez pas réussi à tordre le cou à cette caricature, comme vous dites. Donc il faut en passer par la dissolution du Front National. Il faut en passer par des évolutions certaines, peut-être la création d'une nouvelle force politique, oui, pour éloigner le plus loin possible les caricatures qui peuvent parfois peut-être inquiéter un certain nombre de nos compatriotes. C'est que de la faute des caricatures, c'est pas un peu de la faute du Front National aussi? Mais c'est essentiellement la faute des caricatures, moi je le crois. Maintenant, nous allons discuter de tout, et librement et avec courtoisie, et nous allons avancer. Est-ce qu'il peut y avoir un autre candidat que Marine Le Pen au prochain congrès du Front National? Je ne sais pas. C'est à ceux qui le souhaitent de l'être éventuellement. Moi, ce que je crois, c'est que Marine est notre leader. Elle va être le leader de l'opposition à M. Macron à l'Assemblée nationale. Sa voix, certes, va porter énormément. Je crois qu'elle l'a dit hier, avec 8 députés, nous serons aussi efficaces qu'à 80. Elle a raison, il y aura des voix fortes, celle de Gilbert Collard, celle de Louis Alliot, des personnalités importantes qui mèneront le combat face à la politique de M. Macron, qui risque de faire beaucoup de mal à notre pays. Vous aurez un groupe ? Nous allons tout faire pour avoir un groupe dans les prochaines semaines et les prochains mois, en effet, en essayant de nous rapprocher de tous les patriotes. C'est important, oui. Un dernier mot sur ce bureau politique du Front National. Est-ce que ça peut déboucher sur quelques départs de personnes qui ne se sentiraient pas en phase avec cette nouvelle ligne? Mais je ne crois pas du tout. L'heure est au rassemblement, le rassemblement le plus large possible de tous les patriotes, d'où qu'ils viennent, pour faire en sorte, encore une fois, de porter au pouvoir ce projet. Merci beaucoup, David Rachlin. C'est à vous, William. Merci à vous. Nous allons
vous parler de musique. La fête de la musique, ça approche. Et comme chaque année, de nombreux jeunes gens ne pensent pas utiliser des bouchons d'oreilles pour se calmer un peu quand ils sont trop près des baffes. Et Bob Sinclair, l'un des plus célèbres DJ français, avec David Guetta, a enfin réalisé son rêve, c'est de rencontrer Brigitte Fadi-Cohen pour lui parler précisément de cette campagne qu'il a initiée d'ailleurs. Il n'est pas tout seul pour que ces jeunes gens portent des bouchons. Donc, vous avez accordé une interview à Bob Sinclair, à moins que ça soit l'inverse. Non, c'est tout à fait ça. Il avait des choses à vous dire. Bien sûr. Il s'est engagé effectivement en faveur de la protection auditive, en faveur des bouchons d'oreille, par l'intermédiaire d'une bande dessinée. Voilà, je vous dirai comment on peut trouver cette bande dessinée, mais juste un petit mot sur les bouchons d'oreille pour dire qu'ils ont quand même fait la preuve de leur efficacité lors d'une étude scientifique qui a été publiée il y a quelques mois dans une revue prestigieuse. Et ce sont des chercheurs hollandais qui, lors d'un festival de musique à Amsterdam, ont travaillé sur 2 groupes de jeunes, âgés en moyenne de 27 ans. Un groupe qui portait des bouchons d'oreille, donc leurs oreilles étaient protégées, et l'autre groupe pas. Et à l'issue du concert, qui a duré 4h30, un concert dont l'intensité sonore était d'environ 100 décibels, la même intensité sonore que l'on trouve dans les concerts en France, et bien au bout de ce concert, 40% des jeunes qui n'avaient pas de protection auditive souffraient d'acouphènes et 40% souffraient également d'une perte auditive temporaire, alors que les jeunes qui étaient protégés par des bouchons d'oreille étaient beaucoup moins nombreux à avoir des problèmes auditifs. Seuls 8% avaient une perte auditive temporaire et 12% souffraient d'acouphènes. Donc on voit bien que les bouchons d'oreille protègent, mais la problématique, c'est comment faire accepter à des jeunes qui vont à des concerts de mettre des bouchons d'oreille. Ils vous disent toujours « mais non, on n'en veut pas, on n'entend pas bien ». Ça va dénaturer le son, moi je veux entendre mes aigus le plus possible. Voilà. Or, il y a quand même des bouchons d'oreille de bonne qualité et justement l'association JNA qui milite donc pour la protection auditive et l'information sur l'audition a contacté Bob Sinclair pour lui demander de participer à cette bande dessinée pédagogique dans laquelle il incite les jeunes à se protéger les oreilles. Alors effectivement, j'ai rencontré, mais par des moyens modernes, Bob Sinclair parce qu'il était à San Francisco, donc nous avons discuté par Skype. Mais vous faites ça régulièrement avec tous les DJ de la Terre, bien sûr, bien sûr. Allez, on regarde ça. On regarde. Cette BD, pour vous, c'est un moyen de convaincre les jeunes de se protéger, de protéger leur audition ? Cette BD, pour moi, c'est une façon de dire aux gens, faites attention à vos oreilles. Voilà. Essayez de vous protéger le plus possible. Ne restez pas près de l'enceinte. Si vous voulez participer à un maximum et être devant, mettez des bouchons d'oreille. Peut-être allez voir des spécialistes pour acheter des bouchons d'oreille sur mesure qui ne coupent pas complètement la musique, mais qui vous font toujours participer à ça. Voilà. Ça, c'est un petit conseil de ma part. Lors des concerts de musique amplifiée en particulier, il est important de mettre des bouchons pour protéger ses oreilles. En effet, le niveau sonore qui peut être très élevé à certains moments du concert peut être un danger pour l'oreille interne. Le bouchon protecteur d'oreille va avoir un effet très mécanique. Il va réaliser une barrière pour limiter l'intensité sonore au niveau des structures de l'oreille, en particulier de l'oreille interne. Il existe différents types de bouchons disponibles, en mousse, en silicone et des bouchons atténuateurs avec filtre. Les bouchons en mousse réalisent un niveau de protection minimum, si je puis dire. L'idéal est d'utiliser des bouchons atténuateurs avec filtre quand on est dans des ambiances où le niveau sonore est très élevé, car leur atténuation est la plus performante. Le plaisir de la musique peut être tout à fait conservé en utilisant des bouchons atténuateurs avec filtre, à tel point que les musiciens professionnels utilisent des bouchons avec fil dont ils font régler le niveau d'atténuation. Moi, je fais toujours attention à mes oreilles, bien sûr. Parce que je travaille avec du matériel professionnel. Je ne suis pas sur la piste de danse, je ne suis pas avec les spectateurs, je suis sur scène. Donc, je n'ai que du matériel professionnel que j'adapte en fonction de mes besoins. Donc, je n'ai pas cette puissance sonore qui peut y avoir sur le dance floor ou dans le concert avec les gens. Il ne faut pas diaboliser non plus ça. Vous voyez ce que je veux dire? La musique, c'est toutes les émotions de la vie, c'est que du bonheur, les concerts, les gens aujourd'hui, avec ce qui se passe autour de nous, c'est sortir du quotidien, les concerts, la musique, les discothèques, etc. Voilà. Faut le faire avec responsabilité, faire attention, mais prendre du plaisir avant.
Dans la BD, je découvre que Bob a pour habitude de contrôler régulièrement son édition avant chaque concert. L'oreille gauche, oui, c'est parfait, Bob, fais voir. Et l'autre, c'est bien aussi, parfait. Ok, merci, Doc. Ah ouais, c'est comme ça, Bob Sinclair. Hein. Ouais, maintenant, c'est Brigitte Fadicoel. Ok, Doc, très bien. On ne plaisante pas avec son audition. Non. Et si vous voulez retrouver cette bande dessinée pédagogique, vous pouvez le faire sur www.journée-audition.org et la faire lire à vos jeunes qui iront à des concerts demain pour la fête de la musique. Et bonne chance pour votre voyage à San Francisco chez Bob. Merci beaucoup, Brigitte. Bon, ça se fête les 30 ans, les étudiants aiment bien. Cédric Lapiche, le metteur en scène aussi. Alors, pour commencer, d'abord, Erasmus, c'est qui, lui? Alors, c'est un Hollandais. En fait, ils ont adapté, parce que Erasmus, en anglais, European Region, etc., enfin, ça veut dire programme de mobilité des étudiants européens, ils ont pris les initiales. Mais Erasmus, c'est surtout intéressant. Il n'est pas très connu. Regardez, d'ailleurs, on ne sait même pas exactement... Quand il est né, on sait sa date approximative de naissance entre 1466 et 69 à Rotterdam. C'est un prêtre. Il est chanoine. Erasmus est son prénom, en français on dit Erasme. Ce qui est intéressant, c'est que bien que prêtre, il choisit de ne pas rester cloîtré dans un monastère. Au contraire, il va parcourir l'Europe à la rencontre des grands intellectuels de son temps. À Paris, par exemple, il vient étudier à la Sorbonne, qui est déjà une université réputée. Il va aussi en Angleterre, en Italie. Il écrit un livre qui va devenir un grand classique. Mais c'est curieux le titre, à son époque, oui. Ça s'appelle Éloge de la folie. C'est une critique. Il prend le parti d'un fou qui découvrirait la société. C'est une critique de la société occidentale. Oublions pas que c'est le début de l'imprimerie, les années 1500. D'ailleurs, c'est à Bâle qu'il meurt en 1536, Bâle en Suisse, qui est un des centres de l'imprimerie de l'époque. Donc, vous voyez l'idée. C'est en mémoire de ce grand voyageur intellectuel européen qu'on a baptisé ce programme Erasmus. L'idée étant de se rendre dans les différents centres intellectuels d'Europe pour y parfaire sa formation. D'où l'idée du programme. Vous allez voir des images de 87, la première année du lancement du programme en 1987. Il y a à ce moment-là seulement des échanges embryonnaires, frontaliers, par exemple, entre la fac de droit de Nancy et celle de Saarbrück en Allemagne. Mais à partir de 87, on commence à avoir des étudiants anglais, français, allemands, espagnols, etc., un peu partout dans les facultés de toute l'Europe. Vous en voyez quelques-uns. Donc, ils passent un an dans un pays autre que le leur. Ça compte pour le cursus dans leur pays d'origine, donc ce n'est pas une année perdue. Plus de 3 millions d'étudiants, dont 600 000 Français, ont fait un an d'Erasmus depuis 87. Ils ont 23 ans. Plus de 3 millions d'étudiants, dont 600 000 Français. 600 000 Français. Ah oui, combien d'enfants Erasmus? Alors, allez pas trop vite. Là, vous voyez une cérémonie la semaine dernière au Parlement européen pour les 30 ans du programme. Ils ont invité 30, un par pays, un étudiant par pays. Donc il y a les 28 pays de l'Union européenne, plus la Macédoine, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. N'oublions pas le Liechtenstein. Il faut avoir terminé au moins sa première année de fac. On ne peut pas commencer par un Erasmus. C'est qu'à partir de la deuxième année qu'on peut. Donc il faut demander à sa fac, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Et puis il faut que ce soit logique dans votre cursus. Ce n'est pas des vacances en Grèce ou en Espagne. Non, bien sûr que non. L'Europe vous donne 100 à 200 euros par mois en bourse. Et je vous le disais, c'est un des programmes qui a le mieux marché en Europe. Vous connaissez, vous en parliez, le film L'Auberge espagnole, très célèbre, qui décrit très bien ce genre d'ambiance où effectivement on ne fait pas que étudier. On apprend à se connaître entre jeunes d'un pays à l'autre tout en poursuivant ses études. Alors c'était le but, resserrer les liens entre les nations européennes pour faire exister l'Europe presque comme une nation en elle-même. Actuellement, il y a un peu moins de 300 000 étudiants chaque année en Erasmus. Alors ça peut aller très loin puisque, vous le disiez, il y a des couples Erasmus et donc des bébés Erasmus. Vous avez vu avec Belges et Espagnols, ou un Allemand, Italien, etc. Français, voilà. Donc les gamins sont bilingues, les parents s'engueulent d'une langue à l'autre. C'est bien ça, non? Et le programme est considéré comme un des programmes d'échange culturel les plus importants de l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Et ça s'est même élargi puisque maintenant il y a Erasmus Mundus. Donc c'est plus seulement en Europe. Vous pouvez être un Argentin qui vient étudier en Allemagne ou réciproquement. Évidemment, oui. Et oui. Non, mais c'est nouveau, ça n'existait pas au début. Et je termine en vous disant que les 3 pays qui ont le plus d'Erasmus, soit qui en envoient, soit qui en accueillent, c'est la France, l'Espagne et l'Allemagne. Merci beaucoup. Vous l'avez constaté, la canicule, Nathalie Rouet vous donnera des nouvelles. Elle va très très bien, la canicule. Elle va avoir son petit pic d'énergie dans 24 heures, parce que pour l'instant, c'est rien ce que vous avez vu. Et ça a donné des idées à Laura du Web, qui en souffre, bien sûr, comme tout le monde. Alors, vous avez évidemment, il y a plein de conseils sur les différents sites Internet, mais moi, j'ai trouvé une solution. Grâce à mon père, qui est un geek, vous imaginez bien. Les chiens ne font pas des chats, c'est un ventilateur qui se branche sur votre smartphone. Oui. Donc, grâce à l'énergie du smartphone, regardez, je peux vous dire que ça marche vraiment très très bien. Ça vide la batterie.
C'est le petit outil geek anti-canicule qui est disponible sur Internet dans toutes les couleurs. En bleu, vous n'êtes pas obligé de prendre du rose. Hein. Il y a au moins 8 couleurs de disponibles. Et je trouve que ça peut être un petit remède, évidemment, mais... Oui, c'est un complément, c'est un ventilateur Vous imaginez, d'appoint. on fait nos chroniques comme ça, Télématin, on est pas mal avec le smartphone. C'est Sidney qui a trouvé ça? C'est Sidney qui a trouvé ça. Ah, il est Il malin. m'a dit, c'est pour William, il faut que tu lui montres demain matin, c'est chose faite. Et en même temps, regardez, vous ventilez, vous pouvez regarder Télématin en direct sur votre smartphone. Ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Vous avez écouté. Ah, d'accord. Comme ça, vous êtes un téléspectateur comblé pour ceux qui sont Comblé. obligés d'aller travailler à 8h30. Les connectés. Ah non, ça n'existe pas ici. Il reste jusqu'à 9h25. Mais ils ont droit à un mot d'excuse, si vous voulez. On a des Mais formulaires. ils peuvent tout- continuer sur leur smartphone. Ils peuvent partir de chez eux avec Télématin dans leur poche. Et ça dans le métro. Voilà. Merci beaucoup. À tout à l'heure. I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing and then a kiss. Alors c'est lequel, Hemingway? C'est celui qu'on appelait papa, c'est celui qui a fait je ne sais combien de guerres, c'est celui qui buvait un peu trop parfois, c'est l'amoureux. Alors, la semaine dernière, vendredi, je vous parlais de l'amoureux Ah oui, moi j'avais bien avec aimé ça. Mrs. Hemingway. Et je dois d'ailleurs remercier les téléspectateurs et surtout les téléspectatrices parce que le livre est en train de devenir un succès, ce qui me réjouit. Donc, Mrs. C'est encore de votre Hemingway, faute, ça, hein? au Quai Voltaire de Naomi Wood, Hemingway raconté par ses 4 épouses, formidable, mon roman de l'été. Ah oui. Retour à Hemingway, lui-même, l'auteur, Le vieil homme et la mer. Roman qu'on a tous lu, d'ailleurs quand on était souvent trop jeune, et qui connaît une nouvelle jeunesse parce qu'une nouvelle traduction. Ce roman, c'est le roman ultime d'Hemingway, après il n'écrira plus, qui lui vaut le prix Pulitzer en 1954 et après le prix Nobel. Sauf qu'en France, la traduction, elle était de Jean Dutour, le Jean Dutour qu'on connaît, mais il suffit de taper sur Internet pour voir que les traducteurs trouvaient qu'elle était très vieillotte et qu'elle était même très fausse. Ah bon ? Parce que, oui, il y a une préface très intéressante du nouveau traducteur, qui est un professeur de littérature qui s'appelle Philippe Jaworski, qui explique que Dutour, il avait fait parler le pêcheur, le héros du livre, comme il imaginait qu'un pêcheur parlait, avec une langue un peu pittoresque, avec du gras, comme on dit. Or, Jaworski, il reprend le texte original et il s'aperçoit que le pêcheur, il parle très très bien. Il parle comme le reste du livre. Pourquoi ? Parce que Hemingway n'a pas du tout voulu faire un roman réaliste sur la pêche. Il a voulu faire une allégorie de la vie. L'histoire d'un exploit suivi d'un désastre, peut-être d'ailleurs l'allégorie de sa propre vie. Donc du coup, la langue là, redevient tragique, dépouillée, avec beaucoup de répétitions que le nouveau traducteur respecte aussi. Et vous prenez le livre et honnêtement, c'est une splendeur. Ah oui, non, mais ça change vraiment à Oui, ce point. ça change énormément. Alors il faut savoir aussi que Hemingway les connaissait bien, les pêcheurs, puisqu'ils partageaient leur vie assez souvent. À Cuba, entre autres. Bien sûr. Mais du coup, vous retrouvez, vous savez, cette langue à l'os d'Hemingway qui avait décidé qu'il fallait enlever tous les adjectifs et qu'il fallait écrire dans une langue très très sobre. C'est chez Gallimard et c'est absolument somptueux. D'un Hemingway à l'autre, également chez Gallimard, je suis tombée sur ce livre, La nuit pour adresse de Maud Simoneau, que j'ai adoré, qui conte l'histoire du premier éditeur d'Hemingway. C'était un Américain qui s'appelait Robert McAlmond, qui était une légende d'ailleurs, et qui était comme une sorte de double inversé d'Hemingway. C'est-à-dire ? Pourquoi double inversé ? Parce que c'est un Américain, parce qu'il est aussi flamboyant qu'Hemingway, il est très drôle, il est très doué, il est buveur et noceur dans des proportions ils se sont dont on rencontrés, n'a ces pas deux-là, idée. alors. Ils se sont rencontrés, mais pourquoi inversé ? Parce que son œuvre d'écrivain, lui, n'a pas connu le succès. Donc c'est assez beau. C'est vraiment l'histoire d'un perdant magnifique et il n'y a pas de plus beau personnage en littérature que cela. Sauf que tout est vrai. McAlmond, c'est un Américain du Kansas. Il naît en 1895. Il est d'une famille de 10 enfants, un fils de pasteur. Et il faut attendre 1918, où il est dans l'armée, pour qu'il découvre sa vocation. Sa vocation, on va lui demander de s'occuper du journal de l'armée. Et là, il va découvrir que ce qu'il aime, c'est être éditeur et auteur. Il arrive à New York, et là, il y a une histoire, mais rocambolesque. Il va épouser une poétesse lesbienne britannique qui le rencontre,
qui veut faire un mariage blanc. Pourquoi ? Parce que son père est l'homme le plus riche d'Angleterre et qui lui a dit maintenant, si tu veux que je continue à te donner de l'argent, tu dois te ranger et te marier. Et donc, elle épouse McAlmond, qui lui a un seul rêve, c'est d'aller à Paris. Elle lui dit, si tu m'épouses, tu pourras aller à Paris. Donc, il arrive à Paris, et là, il devient le compagnon de tous ceux qui pensent et qui dansent à Paris, alors notamment de James Joyce. Il y a des soirées avec James Joyce. Dans les années, On est dans les années 20. Ouais. Il est, vous savez, un des héros de ce que la poétesse Gertrude Stein appelait la génération perdue. Ah oui. La génération perdue, c'est celle qui a été vraiment désillusionnée par l'horreur de la Première Guerre et qui a décidé de noyer ses idées noires et ses désillusions. Dans la musique et l'alcool. Dans la musique, l'alcool et l'insouciance. Ouais. Les soirées avec Joyce, où Et parfois pourtant, il décide de boire tous les alcools français du bar. Donc il faut... Ah oui, mais c'est un Irlandais, hein, donc le gars Les mélanges, à Dublin, ça tombe. Hein. Voilà. Et alors après, ce qui est génial, c'est qu'il rencontre Hemingway en Italie. Ils sont en Italie, et à cette époque, Hemingway, il est pauvre. Sa première femme, dont on parle dans Mrs. Hemingway, elle a perdu la valise avec tous les manuscrits d'Hemingway. Donc il n'a plus grand-chose. Il est en Italie, et à ce moment-là, lui, McAlmond, il est le contraire. Il est riche par son mariage, il est l'ami de tous les écrivains qui comptent, et il est très très recherché. Les deux hommes se rencontrent, et McAlmond, qui a vraiment du génie, il va publier les premières nouvelles et les premiers poèmes d'Hemingway. Oui, mais c'est un frustré, c'est un écrivain frustré, il rencontre Hemingway, il dit, toi, t'es meilleur que moi, mais je t'édite quand même. Quoi. Voilà. Alors après, ce qui est rigolo, c'est que les hommes vont avoir une rivalité toute leur vie. Hemingway va finir par planter son poing dans la gueule de McAlmond à la sortie d'une soirée un peu arrosée. Et par le trahir aussi. Et ce livre, il est intéressant parce qu'il montre aussi le côté sombre d'Hemingway qui trahissait assez facilement tous ses amis. Les hommes et les femmes. Et les hommes et les femmes. C'est un livre que j'ai adoré, La nuit pour adresse. On va le mettre dans la petite valise Hemingway, spécial été. Oui. Le suite dont vous avez parlé on peut faire une petite valise Hemingway. Ah oui, ça c'est gentil, ça. C'est rigolo. Je suis d'accord. Allez, voilà, mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup. C'est l'heure de la sélection des publicités étrangères que vous n'avez jamais vues, évidemment. Publicité donc inédite en Europe et en France en particulier. Et c'est une publicité, ce sont des publicités qui concernent l'automobile. Alors vous en voyez beaucoup ici en France, plus ou moins drôles, avec des personnages qu'on a l'habitude de les voir, qui font vendre, c'est-à-dire les enfants, les personnes âgées, l'humour, la technologie, tout ça. Et puis vous vous êtes dit, il y a peut-être d'autres pays où on vend des voitures. Et ce qui est très étonnant, en fait, c'est que d'habitude, dans les grands festivals de publicité, on va dire les pourvoyeurs de spots qui sont plutôt rigolos, décalés, curieux, et qui justement vont chercher d'autres ressorts que ceux que vous avez traditionnellement cités, sont plutôt dans l'hémisphère nord. Et là, on s'est rendu compte avec l'arrivage 2017 qu'on avait du côté de l'Amérique du Sud des trésors de créativité. On s'est dit une fois un pays, deux fois un deuxième pays, trois fois un pays. Que se passe-t-il là-bas ? Et en fait, il se passe là-bas qu'il y a un regain de créativité qui est lié à deux conjectures. Premièrement, il y a des sous. Et deuxièmement, il y a la liberté de créativité. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit attention, les enjeux, la voiture, c'est très important. Donc du coup, tout le monde a un peu peur et on ne fait pas de la créativité. Là-bas, on dit oui, il faut en vendre. Oui, il faut essayer de surnager et de se faire repérer dans le marché. Mais pour faire ça, vous allez faire créatif. Est-ce que dans le domaine des choses dont on fait la publicité, est-ce que vendre une voiture sous forme de spot publicitaire, c'est difficile parce qu'on a déjà tout dit ? Bien sûr. Et non seulement on a déjà tout dit, mais en plus, comme je vous l'ai dit, c'est une très très grosse pression. Alors là, on va aller dans quelque chose que vous connaissez traditionnellement. Vous avez votre fils qui dit « Papa, je peux prendre les clés de la voiture, je rentrerai, t'inquiète pas. » On l'a déjà vu, ça. Voilà, on l'a déjà vu. Mais là, vous allez voir, on a inversé complètement la situation. Et voilà,
Et là, vous avez J'ai eu tout peur, dit. j'ai cru que c'était son père, mais que c'était pas sa mère. Non. Alors je comprenais pas, ils sont gonflés. Vous vous rendez compte? Alors là, c'est créatif. Vous inversez complètement Non, l'histoire. c'est Et au bien, lieu c'est que tout ce ça. soit l'enfant qui vienne et qui soit Bien un petit sûr. peu et qui se fasse choper dans le garage, ce sont les parents parce que voiture, jeunesse éternelle. Vous voyez, ça c'est du Chili. Alors maintenant, Brésil, avec une publicité très d'actualité aujourd'hui, c'est la canicule. Vous avez vu, on a même des petits ventilateurs à brancher sur les téléphones. Tout le monde a très chaud. Et donc là, vous allez voir, on va profiter de cette canicule qui s'abat sur le village pour démontrer les capacités d'une voiture. Bon, ça, c'est un spot normal. Il faut montrer qu'elle roule vite, qu'elle va sur tous les terrains, etc. Mais on va le démontrer en allant chasser un nuage. Eh oui. Nerf more than just strength. C'est formidable, mais ce gars-là, c'est Jesus. C'est Jesus, et en plus, il lave la bagnole. Et en plus, il lave la voiture, donc c'est très pratique. C'est formidable. Mais vous avez vu, en fait, c'est une banale démo produit. C'est exactement la même chose que les autres qui ont dit, regardez, Ah, elle non, roule, non, elle est non, tout il y terrain. a Mais en l'idée. plus, Ah il y a oui. l'idée, il y a l'humour, ce qui fait que bien. votre démonstration de produit, elle passe comme une lettre à la poste. Et dernier point, on dit toujours, oui, la voiture, ce qu'il faut cibler, c'est les jeunes, parce que les jeunes, ils aiment bien conduire vite et tout. Peut-être, mais ceux qui ont le pouvoir d'achat et qui vont pouvoir acheter des voitures, ils ne sont pas forcément si jeunes que ça. Donc il faut penser à tout le monde quand on fait une publicité, direction Porto Rico. It's like you fell in the palm of my hand, a golden apple from a generous tree, and I was the fortunate man. I chose the right day to walk under your leaves. I look back at our letters and the days when we were young. We've only just begun, constantly in awe of what I find. Abuelo, nos vemos mañana. Voilà, les bonnes choses sont faites pour durer. Et là, vous avez, rendez compte, vous démontrez encore quelque chose d'assez couillon, c'est la solidité de votre voiture. Vous avez vu avec quelle créativité vous faites Et ça. dans sa maison de retraite, là. Oui, il est dans sa C'est pas maison de étonnant retraite. qu'il est crevé le matin, parce qu'ici, il se couche tous les matins. Ah, il fait la bringue avec son petit-fils tous les soirs. C'est original, tout Voilà. ça. Et Évidemment, ils ont remporté des prix. Exactement. Et donc, vive l'Amérique du Sud. Mais pour épater quelqu'un qui lit je ne sais combien de journaux dans la nuit chaque jour, c'est pas facile. Et là, pourtant, il a été épaté. Oui, on ne soupçonne pas les ressources de l'art et de la culture. William, je suis tombé sur quelque chose effectivement d'étonnant et d'épatant dans le Parisien ce matin. Regardez ces photos. Elles ont été prises au centre Pompidou. Vous avez à gauche une femme qui disserte sur une œuvre d'art. Et puis à droite, une Qu'est-ce qu'elle fait, vingtaine là? de Elle personnes qui l'écoutent. Qu'est-ce qu'elle fait, la dame Conférencière? Ben, on se dit, elle est conférencière, elle est guide. Pas du tout. Attends, non, elle a quelque chose dans la main. Qu'est-ce qu'elle a? Elle, dans la main gauche. Non, pas spécialement. C'est Non? pas là que Ah ça non, se c'est pas passe. ça. Je vais tout vous dire tout de suite. Elle est avocate, historienne, américaine, travaille pour le FBI et la CIA. Et les visiteurs que vous voyez à droite sont des policiers en formation. Et on a emmené tout ce monde-là au musée. Pourquoi ? Pour qu'ils apprennent à regarder les œuvres d'art dans le moindre détail. Et ça, c'est une formation qui leur est dispensée pour pouvoir être plus performants sur les lieux du crime. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils travaillent en binôme. Il y en a un qui ferme les yeux, il y a l'autre qui décrit l'œuvre, et ensuite il faut retrouver l'œuvre. Alors je ne connais pas dans le détail, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais on s'aperçoit que
2 personnes ne voient pas la même chose. Oui, c'est bien ce que sûr. nous explique le reporter du Parisien qui a suivi cette vingtaine de policiers. Et ce qu'il faut qu'ils apprennent à faire, c'est à relever le micro-détail. Et c'est vrai que dans une œuvre d'art, on a parfois un petit détail. Et si on arrive à le relever et à transmettre, en fait, cette même curiosité aux autres, parce que tout le monde ne voit pas la même chose, eh bien, on est souvent gagnant. Alors, le reporter du Parisien cite la femme qui travaille pour le FBI et qui donne un exemple. Un jour, elle était sur une scène de quadruple homicide à Washington. Et c'est une famille aisée qui avait été décimée. Et à un moment, le petit détail, ils voient une boîte de pizza. Mais on peut avoir une boîte de pizza à la maison, mais ils se disent, cette boîte de pizza ne cadre pas avec le luxe de la maison. Donc c'est peut-être l'assassin qui a... Voilà. C'était le cas. Il s'était fait une pizza. ADN, il s'était fait une pizza. Le gars, il avait laissé, mais à la poubelle, Mais voilà, c'est pas normal qu'il y ait une pizza dans cette maison. Avant ou après le crime? On ne sait pas. En tout cas, il mange cher en ce moment puisqu'il est en tôle. Ils l'ont retrouvé grâce à la boîte de pizza. Voilà. Oui, enfin, cela dit, la boîte de pizza, comme vous dites, c'est assez grand, quand même. Oui, c'est assez grand. Parce qu'il y a des tailles plus petites que ça. Oui, bien sûr, surtout sur les œuvres d'art. Bon, qu'est-ce qu'il a d'autre? Alors, un visage à vous proposer, celui de notre nouvelle ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Grande première interview dans Le Parisien. Aujourd'hui, alors elle nous annonce l'ouverture des bibliothèques le dimanche. Ça figure dans le projet d'Emmanuel Macron. Et elle nous parle aussi du pass culture. Alors le pass culture, c'est quoi? C'est ni pour vous ni pour moi, mais quand on aura 18 ans, on offrira donc 500 €. On aura droit à 500 € qui seront à consommer dans les spectacles, des disques, des livres, des musées. Alors j'espère que ce ne sera pas donné en liquide parce qu'il n'est pas sûr que tout le monde... Voilà, ce sera ou des bons, j'imagine que ce sera des bons. Et elle parle aussi beaucoup de l'importance de la musique. Elle dit à juste titre que toutes les études sur le cerveau soulignent les bienfaits de la musique. Et à ce propos, j'ai sous la main une étude canadienne avec des chercheurs qui ont eu l'idée d'utiliser l'imagerie cérébrale pour passer au scanner les cerveaux de 3 groupes d'adultes. Alors des adultes musiciens qui avaient commencé avant l'âge de 7 ans, d'autres qui avaient commencé après l'âge de 7 ans, et puis des adultes qui étaient non musiciens, c'est-à-dire qui ne faisaient pas la différence entre une clé de sol et une clé à molette, on va dire. Eh bien, les chercheurs se sont focalisés donc sur la substance blanche qui relie les régions motrices du cerveau, cerveau droit, cerveau gauche, et ils se sont aperçus que la connectivité, la plasticité du cerveau était plus importante chez les musiciens, et plus l'apprentissage avait commencé précocement, plus le cerveau Elle connaît bien, était elle a créé un structuré. établissement de musique d'ailleurs dans sa Voilà. région. Et elle nous annonce Elle connaît bien le sujet. une maison de la musique, tout Voilà. comme il existe, je sais pas moi, une Villa Médicis ou une maison des peintres. Là, une maison de la musique qui regrouperait tous les professionnels de ce secteur. Et toutes les musiques. Toutes les musiques. Bon, il a fini? Il paraît qu'il faut que j'ai fini. Ah bon? Pourquoi? Vous avez fait des gestes désagréables? Quoi? C'est du dégage? C'est le sémaphore. On peut être sur les verbes quand même. C'est comme ça. Mademoiselle Laura Duhab a des choses à vous dire. C'est à propos de votre père toujours ou c'est autre Non, chose? non, là, c'est à propos de tous les parents. Ah, c'est-à-dire? C'est un article qui est sur le site du Nouvel Obs et que je recommande à tous les parents sur les réseaux sociaux quand l'enfant devient un faire-valoir. Puisqu'il y a de plus en plus de photos d'enfants qui sont postées sur les réseaux sociaux et à compte public. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez fermer votre compte, mais toutes les photos là que je vais faire défiler, écoutez, elles sont en libre-échange. Je veux dire, tout le monde peut les voir, personne... Donc, vous mettez en scène votre enfant. Qu'est-ce qui se passe quand il grandit? Il ne comprend pas pourquoi lui n'a pas le droit de se mettre en scène. Et pourtant, vous lui dites, faites attention aux photos que tu postes sur Internet. Donc, ça commence dès maintenant. Arrêtez de poster des photos de vos enfants. En tout cas, regardez, il y en a qui vont faire poser leurs enfants dans des casseroles. Et on essaye de rivaliser d'idées pas toujours ingénieuses pour créer le buzz, comme vous dites souvent, William. Et figurez-vous qu'aux États-Unis, il y a un couple... Vous savez ce que j'en pense du buzz, hein? Bon, alors c'est pas... Voilà, non, mais il y a un couple de youtubeurs qui perd la garde de ses enfants parce qu'ils n'arrêtaient pas de faire des blagues à leur fils en lui faisant croire que c'était lui qui avait dérangé la chambre alors que c'était pas vrai. Et ils le filmaient en même temps. C'est absolument délicieux. 2 millions de vues, c'est-à-dire que les gens regardent quand même ça. Il y a plein de vidéos. Heureusement. 2 millions de vues, oui, bien sûr. Vous savez, quand il y a un accident sur l'autoroute, tout le monde s'arrête pour regarder. Exactement. Donc, stop et regardez, c'est plutôt un bon exemple puisqu'ils ont perdu la garde de leur enfant à cause de ces vidéos. Donc, faites attention. D'accord, très bien.